Bonsoir à tous. Entre lac et montagne, la Haute-Savoie a tout de la parfaite carte postale. C'est le département le plus attractif de France. Mais qui dit attractivité, dit aussi parfois loyer très élevé, transport saturé. Autant de problématiques dont nous allons débattre pendant 1 heure avec les candidats aux élections départementales. Et avec vous, Dominique Scholl, journaliste au Dauphiné Libéré. Bonjour. Dominique, la Haute-Savoie qui est d'abord un vrai bastion de droite. Oui, politiquement, la Haute-Savoie est un département atypique. Il est un des 3 départements français qui ne compte pas d'élus à gauche et la droite est majoritaire depuis au moins 1945. Il s'agit d'une droite plutôt modérée qui réunit traditionnellement les LR, l'UDI, des diverses droites. Il y a eu dans des mandatures précédentes des élus de gauche, mais on les comptait sur les doigts de la main. Il n'y a donc pas de débat projet contre projet lors des séances publiques, notamment les séances publiques du Conseil départemental. On assiste très rarement à des passes d'armes entre élus lors des réunions publiques du Conseil départemental. Il faut l'avouer, et les journalistes s'y ennuient quelquefois un peu. Ainsi, en Haute-Savoie, on règle les problèmes en famille et on gère le département en père de famille. Atypique, le département l'a aussi été longtemps sur la question de la mixité. Avant 2015, on ne comptait qu'une seule femme élue sur 34 conseillers. Les Hauts-Savoyards sont des conservateurs. De mandature en mandature, ils ont souvent reconduit les mêmes élus, étiquetés à droite. La composition de l'Assemblée changera forcément dans la prochaine mandature. En effet, près de la moitié des sortants ne se représentent pas, et parmi eux, le président. Merci Dominique. Alors on voit que les efforts se font en Haute-Savoie. Nous avons ce soir un débat paritaire, c'est une bonne chose. Avec vous, Virginie Duby-Muller, bonjour. Bonjour. Candidate sur le canton de Saint-Julien-en-Genevois, vous êtes députée Les Républicains de Haute-Savoie, conseillère départementale sortante. Nous y reviendrons durant toute cette émission. À ma droite, Charlène Cardozo, bonjour, qui est candidate d'hiver gauche sur le canton d'Annecy 4. Vous présentez la nouvelle majorité municipale d'Annecy. Vous aussi, Vincent Lecaillon, vous êtes candidat sur Annecy 4. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous étiez candidat Rassemblement National aux dernières municipales à Annecy. Vous êtes le patron du parti en Haute-Savoie. Nous y reviendrons également. Nicolas Rubin, candidat d'hiver droite sur le canton d'Évian, Évian-les-Bains. Vous êtes maire de Châtel, conseiller départemental sortant, coprésident de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Certains vous disent candidat à la présidence du département et vous avez le soutien de LR. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur ce plateau parce que vous représentez à votre niveau les principales forces politiques de la Haute-Savoie. C'est donc à ce titre que vous êtes ici avec nous pour respecter également les règles très strictes d'équité des temps de parole sur lesquelles nous allons veiller durant tout ce débat. C'est pour cette raison aussi que nous vous demanderons de ne pas parler de vos cantons spécifiques, mais bien de rester sur les problématiques de l'ensemble du département afin de ne pas pénaliser vos adversaires directs qui ne sont pas avec nous ce soir. Dominique, je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Eh bien, le premier thème que nous allons aborder, c'est celui du département. Et c'est une question, un département trop attractif. En effet, lorsque vous vous déplacez en dehors de la région et quand vous dites que vous habitez la Haute-Savoie, on vous fait souvent la remarque « Ah, c'est un beau département qui est riche, avec des gens qui ont du pouvoir d'achat ». En fait, la médaille a son revers, notamment au niveau social, avec des logements très chers, avec des logements sociaux saturés ou encore un coût de la vie très élevé en général. Alors ma première question, elle porte sur la question sociale. Vous savez que le département qui a un budget de 1 milliard d'euros consacre 40% à l'action sociale. Que comptez-vous faire et comment vous allez agir dans ce domaine sur le département, bien évidemment? Virginie Duby-Muller. Bien, effectivement, on est un territoire particulièrement dynamique et je pense que c'est une bonne chose. Près de 11 000 nouveaux habitants par an. Pourquoi ? Parce qu'on a évidemment un environnement qui est à envier. C'est une carte postale, les lacs, les montagnes, et puis évidemment l'économie, l'emploi, qui est aussi possible grâce à des leviers de croissance diversifiés. Alors la difficulté, effectivement, c'est qu'on a des différences importantes au sein du département, et nous avons un rôle majeur en matière de cohésion sociale. Et vous l'avez rappelé, c'est près de 400 millions d'euros qui sont consacrés justement pour assurer cette cohésion sociale en Haute-Savoie. Nous intervenons. Comment la rendre plus efficiente, cette cohésion sociale? On va voir quelques chiffres. La Haute-Savoie compte assez peu d'habitants pauvres. C'est le département qui en compte le moins de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est en revanche celui qui a le plus gros écart. L'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les moins riches est de 4. C'est énorme par rapport à la région. Comment améliorer cette cohésion sociale ?
Alors, il faut agir notamment en matière de logement. Le logement, je crois que c'est vraiment la priorité. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez en Haute-Savoie, vous avez un coût de la vie qui est très élevé et un coût du foncier. On est sur des niveaux de l'Île-de-France ou de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et nous faisons justement beaucoup en matière de logement, en lien avec les bailleurs sociaux. On produit à peu près 1200 logements par an. On intervient aussi en matière de garantie d'emprunt. Et donc, nous sommes un partenaire aussi sur tout ce qui concerne la rénovation énergétique du parc de logement social. Donc, il faut évidemment continuer, aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, il y a à l'échelle du département 24 000 personnes en attente de logement social. Et beaucoup de Hauts-Savoyards, finalement, ils sont éligibles, des salariés du privé, des fonctionnaires. Et donc, nous devons aller plus loin. Je pense notamment aux gendarmes, au personnel hospitalier et autres qui ont vraiment besoin de nous pour être reconnus et soutenus en matière de logement et aussi d'accession à la priorité, qui est un élément très important. Comment aller plus loin, Charlène Cardozo, Nicolas Rubin, Charlène Cardozo? À Annecy, on connaît bien ce problème-là. Réveillons Annecy, qui est un mouvement citoyen de gauche et écologiste, a tenté de se lancer dans les municipales et a gagné. Aujourd'hui, on s'attelle à des nouveaux chantiers. L'accès au logement, c'est un sujet prioritaire, mais il n'y a pas que ça. Je pense. Ce qu'il faudrait, c'est déjà avoir une vraie politique qui accompagne les communes pour acheter du terrain, acheter du bâti, pour mettre en place les fameux outils de bail... À travers l'EPF. Le bail réel solidaire, effectivement, l'EPF pourrait le faire, l'établissement public foncier. Il faut effectivement aller plus loin, mais il y a beaucoup de communes qui sont très petites et qui n'ont pas les moyens. Et donc le département peut aller plus loin et compléter. Et on le fait justement dans le cadre du contrat de plan État-région. Ce que le fait, oui, et effectivement, vous le faites, mais c'est pas suffisant. Les 1200 mais on logements provisionne sociaux... plus justement dans le cadre du futur contrat de plan État-région. Il faut regarder les chiffres. Oui, très bien, je regarderai. Mais ce dont on a besoin, c'est vraiment de donner à ces communes le moyen de maîtriser leur foncier, de construire des logements qui soient abordables et développer les outils. Vous êtes maire également, Nicolas Rubin. Vous maîtrisez votre foncier, vous y arrivez avec l'aide du département. Comment rendre ça plus efficace? Les règles d'urbanisme, le décor a été posé avec tous les chiffres qui ont été annoncés sur l'état actuel, la photographie du département de la Haute-Savoie. On l'a dit, très attractif, et je serais tenté de dire que les problèmes de riches ne sont pas les plus simples à résoudre aujourd'hui. On parle évidemment d'une zone tendue qui est la zone frontalière. Qui nous préoccupe, nous élus, mais je serais tenté de dire que l'hébergement et le logement des populations est à la fois une des responsabilités du Conseil départemental de la Haute-Savoie, mais il doit s'harmoniser avec l'ensemble des collectivités que sont les communes et les intercommunalités. C'est à cet endroit qu'on doit être performants tous ensemble et créer un produit qui soit, je dirais, confortable et adapté à nos populations. Virginie l'a dit, 11-12 000 habitants chaque année sur le département. Plus il y a des allers-retours. 1,3%, c'est le plus fort taux de France métropolitaine. Il y a la Corse du Sud juste devant. Oui, on essaye aussi, les parlementaires ont tenté aussi d'essayer d'apporter une prime vie chère aussi aux fonctionnaires des collectivités territoriales d'État et d'État. C'est compliqué pour elles et eux aussi de venir s'installer dans le département. On a besoin aussi de compétences en termes de fonctionnaires d'État et de collectivités territoriales. On n'arrive pas à les garder parce que simplement le coût de la vie est trop cher. Donc là, il faut prendre ce sujet en main très rapidement. On a les capacités à le faire, il faut simplement trouver le bon filon. Comment prendre ça en main, Vincent Lecaillon? On avait parlé déjà du foncier, du prix du loyer au municipal à Annecy. Comment le département peut-il prendre ces questions-là en main, selon vous? Alors, selon moi, il y a deux axes. Il y a un axe de traitement social. Le traitement social, on l'a dit, c'est le logement social. Il faut en faire. C'est nécessaire. Je note que néanmoins la caisse n'est pas la caisse est limitée, les fonds et les moyens sont limités, et aujourd'hui vous avez sur les départements, tous les départements, pas seulement la Haute-Savoie, un afflux de migrants non accompagnés, qui sont des jeunes qui sont pris automatiquement en charge par les fonds sociaux du département et qui coûtent très très cher. Et il y en a de plus en plus, et moi je pourrais même vous citer un rapport qui est un rapport d'un de vos collègues, qui est celui de monsieur Loïc Hervé, qui cite une augmentation de plus de 240% entre 2015 et 2018. Voilà, et qui dit qu'effectivement... Réduire le nombre de mineurs non accompagnés, il faut ça aujourd'hui s'attaquer, à... effectivement... Est-ce que ce n'est pas deux problèmes séparés? Non, ce n'est pas deux problèmes séparés. Vous avez une caisse qui est la caisse sociale. Cette caisse sociale, elle doit être réservée aux Français, aux Savoyards, aux gens qui vivent dans notre département et qui ont des besoins, parce que comme vous l'avez dit, ce n'est pas la moyenne qui compte, c'est l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Donc ça, c'est le premier traitement. Donc réserver un maximum de manière à ce que l'on puisse
construire des logements sociaux. Mais il y a un autre pan aussi, c'est celui du privé. Je crois qu'aujourd'hui, il faut inciter les Français à investir dans le privé. Mais pour investir dans le privé, il y a toute une gamme de lois qu'il faut revoir. Il faut revoir les lois de protection aussi des gens qui louent et non plus des locataires. Les gens n'osent plus le faire. Donc qu'est-ce qu'on a ? Les bailleurs. Mieux protéger les bailleurs. Qu'est-ce qu'on a ? Vous avez des gens finalement qui, dans le privé, préfèrent louer des logements qui sont des logements touristiques et qui vont manquer. Alors on en parlera tout à l'heure des logements touristiques parce global pour les gens qui veulent souci. effectivement se loger et qui n'ont pas les moyens parce que tout le monde ne peut pas se loger dans le social. Pensez aux classes moyennes parce que qui souffre beaucoup chez nous, c'est les classes moyennes. Monsieur Le Caillon, vous avez parlé de l'accompagnement des mineurs. Oui. Ça coûte combien au département ? Et ma question, c'est le département, on l'a dit tout à l'heure, est un département riche qui a un budget. Alors ça fait pas toujours plaisir aux élus de le dire, mais c'est un département riche. Est-ce que consacrer à des mineurs écoutez, une somme assez faible, c'est bien un peu de solidarité, on va dire. Un peu de solidarité, peut-être d'abord un peu de solidarité à ces classes moyennes qui vivent chez nous, qui n'ont pas accès au logement social et qui payent des logements, et j'en connais beaucoup de femmes par exemple célibataires avec 1, 2 enfants qui ont des revenus qui sont au-dessus de leur capacité, des capacités à intégrer un logement social et qui en bavent énormément. Donc moi je dis, oui, la solidarité, mais il y a une hiérarchie dans la solidarité. D'autant plus que la plupart de vos mineurs, 60 à 90% ne sont pas mineurs. Les chiffres sont très contestés. Et ça, c'est encore des chiffres de Nicolas Rubin, vous souhaitez réagir, Charlène Cardozo, juste après ? Je crois qu'il ne faut pas opposer les solidarités. On a effectivement convenu et constaté que les mineurs non accompagnés étaient parfois amenés sur le territoire par des organisations qu'on peut traiter de mafieuses aujourd'hui sans aucun souci. Il y a un encadrement à renforcer qui a été fait. Il a été fait d'ailleurs par le biais du conseil départemental avec le préfet de la Haute-Savoie par des contrôles renforcés. Est-ce suffisant à cet instant ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne peut pas opposer. On a un département riche. Il faut aussi donner en direction des solidarités, sans les opposer, mais en renforçant le contrôle, parce que c'est vrai que ça devient pénible pour les gens qui ont des difficultés à se loger, de voir qu'il y a beaucoup d'énergie donnée pour des organisations riches et pas assez solidaires, la Haute-Savoie ? Bien sûr, de toute façon, c'est pas... on est là. Déjà, je suis très contente de vous entendre dire, on partage tous ce même constat, hein, même vous, Monsieur Le Caillon. Mais je dois constater que si on en est là, c'est parce qu'on récolte les graines qu'on a semées et visiblement une droite, qu'elle soit modérée ou extrême, n'a pas su répondre à la demande d'accession au logement. On n'a jamais été au conseil départemental. Hein. Bon, voilà. Donc, vous êtes... Il ne faut pas quand même faire des choses que nous n'avons pas faites. Virginie Bim, la réaction rapide. Puisqu'on est dans un département l'extrême droite sociale, c'est quand même assez demander on va laisser Charlène Cardozo finir. Merci. Voilà, donc c'est un rapport de l'adresse qui fait état de l'action sociale sur tous les départements français. Le constat est sans appel, hein. On est en manque de moyens. Le délai de traitement pour une demande de logement social est de 2 ans. Celui pour une prise en charge de handicap est de 9 mois. Pour placer des jeunes en structure d'accueil de 7 mois. On a 37 mesures sociales pour 1000 habitants et on est en sous-effectif, clairement, pour les équipes médico-sociales. Donc, si on voulait aller plus loin, il faudrait déjà commencer par rembaucher et garder notre personnel. Virginie Duby-Muller, une réponse sur la question sociale, ensuite on avancera un petit peu. Une lecture approximative de ce rapport, puisqu'en fait, là, ça ne reflète pas vraiment l'effort qui est consacré au département, aux personnes qui nécessitent un accompagnement social. Il faut prendre également d'autres critères, et on voit notamment sur la prestation de compensation de handicap qu'on est à un niveau qui est plus élevé que la moyenne départementale. Donc je crois qu'il faut bien lire les chiffres avant de les surinterpréter. La Haute-Savoie fait beaucoup en matière de cohésion sociale. Au niveau de la MDPH, on a embauché davantage de personnes pour justement accélérer le traitement des dossiers. On a des collègues qui se sont beaucoup impliqués sur ces questions. MDPH, c'est la prise en charge des personnes handicapées, on va le rappeler. Les pôles médico-sociaux aussi, je tiens à saluer le travail de nos assistantes sociales qui sont des relais évidemment importants en lien avec l'aide alimentaire, etc., pour être au plus près des personnes en grande précarité. Donc il faut évidemment continuer parce que le problème c'est qu'on a un afflux, qu'on a un coût du foncier élevé, mais il faut le faire évidemment avec les collectivités locales. Mais le département seul ne peut pas non plus tout faire. Dominique parlait tout à l'heure des revers de la médaille de l'attractivité. On va citer quelques chiffres. Hein. Ce sont 4000 collégiens qui doivent être pris en charge dans les années à venir. C'est énorme, c'est 6 collèges à construire. Ce sont aussi des infrastructures routières très vite saturées en Haute-Savoie. Je vous propose de regarder ce petit état des lieux préparé par Serge Vorette. On en discute juste après. Là encore, il y aura matière à débat. Parler de transport en Haute-Savoie, c'est avant tout parler de voitures. Dans ce département, le transport individuel a toujours été roi. Mais depuis 20 ans, l'accélération est visible.
10 000 nouveaux habitants par an et les bouchons qui vont avec. Dans la vallée de l'Arve, au sortir des stations de ski, à Annecy, Annemasse, sur les rives du lac Léman et bien sûr pour l'accès à Genève matin et soir. Face au tout routier, la réponse du train est venue du bassin genevois en 2019 avec le Léman Express, un projet à 2 milliards, en grande partie financé par la Suisse, un simple maillon reliant Annemasse à Genève par un RER, mais un maillon essentiel pour donner véritablement le coup d'envoi du rail en Haute-Savoie. Aujourd'hui, les trains sont cadencés à la demi-heure entre Annemasse-Thonon et Annemasse-La Roche-sur-Foron. L'objectif est d'atteindre ce même cadencement jusqu'au pied du Mont-Blanc en 2025. Et puis il y a cette volonté franco-suisse de remettre en service la ligne historique dite du Tonkin. 17 km de voies désaffectées entre Évian et Saint-Gingolph pour ainsi boucler le tour complet du lac Léman en 2028. Annecy, dans ce contexte, paraît bien isolée. Son tram-train jusqu'à Albertville est à l'arrêt, la rive ouest est totalement saturée de voitures, la ville-préfecture peine en fait à se relier au reste du département autrement que par ses autoroutes. Il faudrait pour cela doubler partiellement la voie de train existante jusqu'à La Roche-sur-Foron. Il faudrait surtout une véritable volonté politique. Mais comme décidément la culture voiture est encore bien ancrée dans ce territoire, c'est une nouvelle autoroute qui devrait voir le jour d'ici à 3 ans entre Annemasse et Thonon. Un paradoxe puisque le Léman Express dessert déjà cet axe. Un paradoxe que soulignent les Suisses. Genève a d'ailleurs décidé d'attaquer la déclaration d'utilité publique, considérant que cette autoroute fera concurrence au Léman Express et accentuera la pollution atmosphérique dans ce bassin de vie qui, ne l'oublions pas, est commun aux Français et aux Suisses. Madame Duby-Muller, une question simple que se posent beaucoup de Hauts-Savoyards, enfin certains Hauts-Savoyards en tout cas, la route seule est-elle la seule solution pour gérer les problèmes de mobilité ? On a l'impression, on reproche quelquefois au conseil départemental d'avoir trop investi dans les routes. Alors, c'est une de nos compétences majeures, et je parle devant le président de la commission des infrastructures routières, mais évidemment, nous sommes aussi présents sur d'autres projets d'infrastructures, les transports routiers. Je pense évidemment aux lignes de bus, je pense au Léman Express et aux 2 tramways d'Annemasse et de Saint-Julien-en-Genevois. Et puis évidemment les voies vertes. Nous avons fait beaucoup, plus de 70 km de routes supplémentaires qui ont été construites. Je le reconnais, nous avons été en retard sur ce sujet, mais grâce à la volonté notamment de Christelle Beurier, nous avons fait un plan vélo qui va cofinancer à hauteur de 80% les projets des collectivités, des intercos. Donc il y a une véritable politique volontariste sur ce sujet. Et également sur le désenclavement ferroviaire, vous en avez parlé, ce n'est pas du tout notre compétence, désormais elle est dévolue à la région, mais qu'il s'agisse du Léman Express, qu'il s'agisse de la modernisation de la vallée de l'Arve, nous allons évidemment cofinancer ce projet qui va représenter 90 millions d'euros et nous avons accepté de mettre 30 millions d'euros, la région 30 et l'État 30 millions. Et globalement, sur tous ces projets, je tiens à saluer le partenariat et la synergie en bonne intelligence qui se fait avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette autoroute du Chablais, est-ce qu'elle va se faire ? Est-ce qu'elle doit encore se faire, Nicolas Rubin ? Écoutez, moi je suis conseiller départemental, je viens de Châtel pour aller à Annecy. Je vous invite à le faire tous les jours. C'est au niveau de la pénibilité, elle est évidente. Au niveau de la sécurité, quand vous voyez ces flux de véhicules qui traversent les villages du Chablais pour se rendre sur Annecy avec les risques que l'on connaît. Et là, je vois votre sujet qui oppose en fait les différentes solutions. Qui n'oppose pas, qui constate et qui propose des perspectives. C'est pas de l'opposition. Mais on est réellement inscrit dans le multimodal. On n'a pas parlé du lacustre aussi. Le département aussi met de l'énergie dans le lacustre avec les liaisons entre la France et la Suisse. Je crois que la solution magique n'existe pas. Il faut s'adapter, je dirais, à l'évolution démographique du département. Maintenant, tout ne peut pas être fait en un jour. Et puis aussi, encore une part de prise en main des collectivités territoriales que sont les communes et intercommunalités. On a vu sur des grands sujets, voire anéantir des projets qui étaient réfléchis depuis 10 ans. On parlera du tunnel sous le Semnoz, on pourrait parler du contournement de Viry. Il y a des solutions. Maintenant, les élus du territoire et les nouveaux élus du territoire refusent ces solutions. On respecte ces choix, mais en attendant, il va falloir en proposer d'autres, parce que face à un refus, il faut être en capacité à proposer d'autres solutions pour aider le département, parce que quand on est de le département, on s'entraide, et finalement, on habite tous le même endroit. Madame Cardozo, l'aéroport d'Annecy, vous savez que si un jour il n'existe plus, on ne pourra plus le reconstruire ailleurs. C'est-à-dire qu'Annecy et le département n'aura plus d'aéroport. C'est quoi votre position sur l'aéroport d'Annecy ? Il y a eu des contestations sur ce sujet. Vous,
Qu'en pensez-vous et qu'est-ce que vous proposez sur le sujet? Si vous voulez bien, je voudrais revenir simplement sur le multimodal, parce qu'on parle de ça, de la multimodalité, de l'aéroport, parce qu'il n'y a pas que l'aéroport à Annecy, nous aussi on est concernés par des problèmes de trafic et d'embouteillage, notamment en rive ouest du lac. Donc je retiens un mot, attendre. On a attendu trop longtemps et je pense que le schéma départemental cyclable qui n'existe pas encore, il faut le faire. Il y a toute une politique du multimodal à vraiment mettre. La Diagonale, l'Alléman Mont-Blanc. Ce n'est pas suffisant. Et le tour du lac d'Annecy, mais il y a d'autres projets qui sont prévus. Non. Et puis ça vient trop tard. Je veux dire, aujourd'hui, les dégâts sont là. C'est vrai qu'à Annecy, vous êtes exemplaire en la matière. Pardon? En fait, non, il y a du retard à rattraper. Pour revenir sur l'aéroport, donc c'est effectivement C'était l'un des gros dossiers de la campagne des municipales. Oui, faut-il renouveler ou pas la concession de l'aéroport d'Annecy, qui est renouvelée par le département en l'occurrence? Oui, alors on a, pareil, pas de concertation sur ce projet puisque le conseil départemental est sans débat, sans diversité politique, pas de concertation, donc effectivement un aéroport qui n'a plus d'utilité sur le territoire. Ce que nous on propose, c'est de lancer une concertation, une vraie concertation avec les habitants, les acteurs économiques, les associations, pour remettre en jeu l'avenir de ce terrain qui répondrait à d'autres besoins que... On n'a pas d'idée très définie. Enfin, on a des propositions, des besoins comme des zones en maraîchage, des zones naturelles, des logements en termes proportionnés. Voilà. Donc ça, c'est pas à nous de le décider, c'est vraiment aux habitants de le faire. Cette question de l'aéroport qui avait été soulevée pendant la campagne municipale par le mouvement Les Annéciens, on s'en souvient, Dominique. Virginie Liby-Müller, le département doit-il conserver cet aéroport? Annecy n'accueille plus de lignes régulières. Vous êtes à 25 minutes à tout casser de l'aéroport international de Genève. La Haute-Savoie a-t-elle encore besoin d'un aéroport aujourd'hui? En tout cas, je rappelle que le département est propriétaire et qu'il y a un principe dans ce pays qui est quand même, quand vous êtes propriétaire, vous décidez de faire ce que vous voulez, évidemment, de votre bien. Et on avait été un petit peu étonnés de voir quand même les projets de ce groupement politique de quelque chose qui ne leur appartenait pas. Alors moi, je ne vais pas revenir sur le débat. Il y a des décisions qui ont été prises à l'unanimité par l'ensemble des membres du conseil départemental. Je rappelle que sur ce site, il n'y a pas que de l'aviation d'affaires. Il y a aussi Dragon 74. Et moi, je l'ai encore vu ce week-end survoler, qui offre des secours essentiels, notamment en montagne. Vous savez qu'on est un département dans lequel il y a beaucoup d'accidents de montagne et de randonnée, et que cette proximité, évidemment, notamment avec l'aéroport et avec l'hôpital, elle est essentielle et qu'elle permet de sauver des vies. Moi, c'est ce que je retiens. Et puis, il y a aussi un projet de formation avec la maison familiale rurale sur les questions d'aéronautique. Donc, on voit bien qu'il ne faut pas réduire, évidemment, ce projet à un aérodrome, même si, effectivement, c'est assez rare qu'on en ait encore en centre-ville, comme c'est le cas aujourd'hui, mais je crois qu'il a montré toute son utilité. Monsieur Le Caillon, sur l'aéroport, la position du Rassemblement national. Nous, on n'en fait pas une affaire idéologique comme certains. On n'est pas comme certains écologiques, peut-être pas vous, mais d'autres qui ne veulent pas que les petits-enfants fassent des tours d'avion parce que ça leur donne de mauvaises habitudes, etc. Je pense que l'aéroport, il peut être utile, et en particulier, concernant ce qu'on pense, sur l'aviation d'affaires. Moi, j'ai eu l'occasion, en tant que conseiller régional, parce que vous ne me présentez pas souvent comme conseiller régional, mais je suis conseiller régional sortant. J'ai eu l'occasion de rencontrer des douaniers, des syndicalistes de douaniers qui nous ont dit que ça posait des problèmes, effectivement, en matière d'affaires, parce que vous avez des hommes d'affaires qui ont besoin de venir très vite, de repartir, le train, l'avion. Quant à l'aéroport international de Genève, mais alors parlons-en. On se demande bien ce qu'a fait la majorité et ce qu'ont fait les élus depuis 10-15 ans. Quand vous voulez, tous les gens qui nous entendront ce soir, qui sont d'Annecy, aller à l'aéroport international, je veux dire, la plupart des... Qu'est-ce qu'on fait? On se fait accompagner en voiture, parce que la liaison est minable. Nous avons la chance d'être à 30 km d'un aéroport de taille internationale, européenne, et gigantesque, plus gros que Lyon, et il est sous-exploité par la France, il est sous-utilisé, parce qu'il n'y a pas eu un élu de droite et de centre-droit depuis 40 ans qui ont été capables de monter des projets qui sont des projets structurants pour justement se rendre sur l'aéroport. Et puis je voudrais faire un petit aparté quand même. Moi je suis professeur de géographie. Alors je vais quand même modestement essayer de vous donner mon avis. On a construit nos villes depuis les années 60-70 autour de la voiture. Bon, aujourd'hui, sur Annecy, sur d'autres endroits, on ne peut plus. On est arrivé à un maximum. Mais il ne faut pas avoir
l'habitude qu'ont pris les écologistes de casser les voitures, d'aller à la chasse à la voiture pour empêcher les voitures de circuler, tant qu'on n'a pas avant remis en place des infrastructures qui sont des infrastructures solides. Mais ça va prendre 10 et 20 ans. Et terminons sur le Léman. Le Léman, c'est lamentable. Enfin, les gens qui m'écoutent et qui le prennent ne pourront aussi, ils peuvent témoigner que c'est lamentable, qu'il ne fonctionne pas. Donc, donner aux Savoyards, aux Savoyennes des éléments de transport en commun qui ne fonctionnent pas, ils continueront à prendre leur voiture. Alors, point barre. Et puis, il y a un dernier élément structurant, je m'excuse. En quelques mots, parce qu'il faut, en quelques mots, que je peu. porte depuis des années. J'ai ici tout le dossier. C'est l'élément structurant dont vous n'avez pas parlé, qui est très important, qui est celui de ce qu'on appelle la Grande Cluse d'Annecy. Entre Annecy et Albertville, c'était un chemin à l'époque des Gaulois, c'était une route romaine. Il faut construire ce tram Annecy-Albertville le long de la piste cyclable. C'est urgent. Voilà que le message est passé. On a beaucoup parlé de politique sociale, de politique de transport. On était plutôt dans le bilan. Ce bilan, Virginie Duby-Muller, si on aborde des questions plutôt politiques, vous l'assumez complètement, vous qui êtes souvent présentée comme l'héritière de Christian Monteil, le président sortant du département qui ne se représente pas cette année. Mais écoutez, je crois qu'on a quand même un bilan dont on n'a pas à rougir sur un certain nombre de domaines. On a parlé du social, on a parlé des transports. Et encore une fois, on est allé sur de nombreux dossiers qui n'étaient pas, je dirais, de notre compétence au demeurant. Sur la gestion du Covid aussi, nous avons été très proactifs pour pallier les carences du gouvernement qui a été très lent. Je pense évidemment aux masques, je pense à la vaccination. C'est grâce au SDIS que le vaccinodrome de La Roche-sur-Foron est opérationnel. Nous avons aussi lancé un plan montagne pour les acteurs évidemment de ce secteur qui ont été particulièrement touchés. Un grand plan également pour le monde culturel. Nous ne pouvons pas aller au-delà en matière d'économie puisque vous savez que la loi NOTRe nous interdit finalement d'aller dans ce secteur. La loi NOTRe, c'est effectivement celle qui répartit les compétences entre collectivités. Voilà. Donc je pense que nous avons vraiment fait de très belles choses au sein de cette mandature autour de Christian Monteil et qu'il faudra encore aller plus loin pour le mandat suivant. Vous l'assumez aussi ce bilan, Nicolas Rubin, vous qui ne siégez pas dans le même groupe que Virginie Duby-Muller, vous à qui on prête aussi des ambitions présidentielles. Il y a des groupes, il n'y en a pas, et on siège effectivement dans la même pièce. Ça se saurait si je m'étais opposé aux projets qui ont été présentés, proposés, instruits par les élus aussi. Il y a un travail aussi de concertation, même si on ne veut pas l'entendre partout. Moi, je n'aime pas l'autosatisfaction. Tous les bilans, évidemment, sont critiquables. Il faudra, sur certaines politiques publiques, mesurer leur efficacité. Il y a matière à les creuser un petit peu là-dedans. Maintenant, moi, c'était mon premier mandat. Il faut aussi être en capacité d'observer avant de juger trop vite. Il me semble que le département de la Haute-Savoie a les moyens et a répondu aux appels d'urgence et à toutes les compétences qui sont les siennes. Observer avant de juger, observer avant de briguer la présidence. Vous êtes candidat à la présidence du département, comme Virginie Duby-Muller ? Beaucoup me prêtent cette intention. J'en ai jamais parlé personnellement. J'ai pu répondre que... Vous ne faites pas taire les rumeurs ? Non, l'idée, c'est de laisser passer avec respect le premier tour de ces élections. On ne sait pas qui sera autour de la table du conseil départemental. Donc moi, je fais les choses dans l'ordre et par étapes. Madame Duby-Muller, vous l'avez laissé entendre. Vous êtes bien candidate à la présidence ? En tout cas, je pense que j'ai des qualités à faire valoir. Je suis sortante et j'ai été dans l'exécutif, donc je connais la maison et je pense que c'est important, évidemment, pour briguer une telle fonction et qu'il faudra, compte tenu de la crise que nous venons de vivre, des gens opérationnels. Et je pense que nous avons aussi besoin de rajeunissement et de féminisation. La féminisation, on l'a déjà sur ce plateau, ce qui est plutôt une bonne chose. Charlène Cardozo, vous disiez trop de consensus dans ce conseil départemental ? Mais bien sûr, il y a aucune, on l'a dit déjà tout à l'heure, il n'y a aucune diversité politique. Malheureusement, je suis la seule représentante d'une alternative à cette politique-là qui est présente ce soir. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait quand même une meilleure représentativité des citoyens, qui soient sans étiquette, dont je fais partie, mais aussi de gauche et de sensibilité écologiste. Il y a beaucoup. Qu'est-ce que ça changerait pour le département d'avoir des élus d'écologistes, des élus de gauche ? Du débat et revoir certains projets, notamment routiers, qui sont toujours prioritairement faits pour la voiture et pas assez, en tout cas pas assez, pour les mobilités alternatives comme le vélo et comme le piéton. Il n'y a pas que la mobilité.
Bien sûr, on l'a vu, l'action sociale, il y a un énorme... il y a beaucoup à rattraper sur le social, mais aussi sur le tourisme, on y reviendra tout à l'heure. Je crois que c'est un peu osé de remettre en cause toutes les actions, parce que derrière des décisions politiques, il y a aussi des techniciennes et des techniciens qui ont beaucoup donné pendant ce mandat, parce qu'il faut voir aussi le rôle des techniciens qui sont attachés, je dirais, aux solidarités. Et tous les jours ne sont pas très faciles pour elles et eux, donc un peu de respect sur le mandat. Évidemment, tout est améliorable, mais il faut venir regarder ce qui se passe à l'intérieur pour constater que ce n'est pas tous les jours tout rose. Alors ça tombe bien, j'ai été fonctionnaire territorial, je connais le fonctionnement des services et je peux vous dire une chose, c'est que quand il n'y a pas de volonté politique, il ne se change rien, il n'y a rien qui se passe. Et là, pour le coup, je ne vois pas de réelle ambition politique à prendre un virage écologique sur ce département. Vincent Lecaillon, et après vous répondrez Virginie Dubumer, ça changerait quoi d'avoir des élus RN s'il y en avait au conseil départemental de Haute-Savoie? Ça changerait tout. Ça changerait C'est-à-dire un renversement de table complet. Oula. Ah oui, absolument, tout à fait. C'est bien pour ça qu'on est là. Et ça changerait effectivement beaucoup de choses parce que, quelles que soient les problématiques d'aménagement du territoire ou autres, aujourd'hui, il ne faut pas prendre les choses comme ont l'habitude de le faire les élus, qui sont des techniciens d'ailleurs, hein, mais même de bons techniciens, hein, je le concède, mais qui n'ont pas de vision en fait. Qui n'ont pas de vision, et dès qu'on introduit des problématiques politiques, on essaie de donner une vision, non, mais on est sur la technique. Je suis désolé, la technique, ça s'apprend. Hein. En 3 mois, vous formez quelqu'un qui va devenir un bon conseiller régional, un bon conseiller municipal, etc., s'il s'y met vraiment. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que je rigole un peu, parce que, permettez qu'on rigole un peu, comme on me dit, il y a trop de consensus ou il n'y a pas assez. Moi, je ne sais pas s'il y en a trop ou il n'y a pas assez, mais je vois là qu'on a peut-être 2 potentiels futurs, du moins qui se présentent comme ça, pour la candidature de la présidence du département. Je vois aussi qu'on a des listes assez incroyables. On a des listes avec, je ne vais pas citer je vais citer que les noms, mais pas effectivement, Jean-Louis Toé et Nathalie Naudin, qui sont, en tout cas sur Annecy, Monsieur Toé, qui est quand même, se présente de droite, mais qui est très quand même largement macro-compatible, puisqu'il vient de la liste de Madame Lardé. On a Lionel Tardy. Non, mais je voudrais terminer quand même. Les candidats qui ne sont pas sur ce plateau. Mais quand même, il y a une importance politique sans doute. On a les règles du CSA. Je n'ai pas donné de nom. Je ne donnerai pas de nom. Mais il y a un deuxième couple dont on a un monsieur qui se présente de droite, qui s'était déjà présenté de droite, de certains qui pensent qu'il est de droite, sauf que sa colistière, elle est maire adjointe. Et elle était sur la liste de Lardé. On a, alors l'entente cordiale, moi je veux bien, on a un couple qui était présent, il y a de droite LR qui était présent en tant que conseillers départementaux et qui aujourd'hui se sont séparés, se présentent chacun avec un bilan différent. Cantoanessien. On rigole un peu quand même. On rigole parce qu'en plus, si on ne donne pas les noms, les téléspectateurs ne comprennent rien. Voilà, mais que les téléspectateurs sachent qu'il y a quand même aussi les couteaux sont déjà tirés et on va avoir, comme d'habitude, c'est un peu ce que disait Dominique tout à l'heure. Comme d'habitude dans ce département, comme d'habitude beaucoup dans les départements où vous avez un parti ou un groupe qui tient. Après, il y a les règlements de compte, il y a les règlements Virginie Dubumer, on règle ses comptes en famille au conseil départemental de la Haute-Savoie? Non, mais pour moi, j'ai toujours été partisane de la clarté. Et nous avons des élus sortants qui étaient dans la majorité départementale que je préside de l'Union de la droite du centre, donc composée de LR, de centristes et de divers droites. Et moi, ce sont à eux que j'apporte mon soutien. Et vous regarderez, Monsieur Lecaillon, les réseaux sociaux du jour pour plus de clarification. Je voulais juste répondre aussi à Madame Cardozo sur la vision idéologique de la route. On a bien vu que le département n'était plus uniquement que sur la route, mais qu'on offrait vraiment un panel de solutions à nos habitants, que bientôt, évidemment, avec le changement du moteur thermique vers le moteur électrique, eh bien finalement, ça va réhabiliter les routes. Et Madame Cardozo, pardon de vous le dire, mais tout le monde ne peut pas aller au travail en vélo ou en trottinette. Et au fond, ça traduit vraiment votre vision bobo, qui n'est pas la réalité d'un département rural. Alors, puisqu'on est dans la clarification, on va encore avancer un peu plus dans ce débat. L'une des grandes questions, on a posé la même question à vos homologues savoyards la semaine dernière, c'est la fusion des Savoies. Dossier un peu technique, mais qui intéresse quand même au plus haut point les téléspectateurs. La Savoie et la Haute-Savoie doivent-elles se marier, Nicolas Rubin? Vous présidez Savoie-Mont-Blanc Tourisme, vous co-présidez Savoie-Mont-Blanc Tourisme, qui travaille sur les 2 départements. A priori, ça fera peut-être consensus autour de cette table, l'organisme fonctionne bien. Faut-il aller plus loin aujourd'hui? Oui, il fonctionne bien. C'est un exemple de politique qu'on peut mener ensemble avec nos collègues de la Savoie. Sur la fusion des 2 départements, c'est des idées qui ont été jetées en l'air. Il faut aussi lancer des idées pour engager le débat. Entre nous, entre élus des 2 départements, on n'a jamais eu de débat nourri sur le sujet pour déjà commencer à amorcer la discussion en détail, à débroussailler le terrain pour voir quels que pourraient être les avantages d'une fusion. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis très prudent sur les grands ensembles où on éloigne
encore une fois l'élu de la population. Ces grands périmètres qui sont finalement, on mesurera dans quelques temps l'efficacité des politiques publiques et les coûts de ces grands périmètres. Le Premier ministre avait dénoncé un peu le regroupement des régions. Il trouvait que ce n'était pas forcément une bonne idée. Moi, je suis très prudent là-dessus. En tout cas, il faut se mettre autour de table. Et puis, il y a la représentation, il y a les élus sur le territoire. Est-ce qu'ils seront toujours à portée d'engueulade des habitants avec ces kilométrages qu'on devra faire pour aller sur le terrain? Moi, pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Il va falloir sérieusement mettre les gens autour de la table et avant tout la population. Ce ne sera pas une discussion entre élus de la Savoie et de la Haute-Savoie. Il faudra bien impliquer la population sur ce sujet important. Madame Cardozo, pardon. Madame Cardozo, vous êtes plus favorable à un rapprochement vers Annecy, vers Genève, plus vers la Savoie, vers le sillon alpin. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus? Et peut-être que la question aussi s'adresse à tout le monde. Seriez-vous favorable à ce qu'ont fait les Alsaciens avec la création de la collectivité européenne d'Alsace, où on préfigure déjà une sorte de fusion entre deux départements? Écoutez, déjà, il y a un conseil Savoie-Mont-Blanc qui est existant, qui est doté d'un budget annuel de plus de 25 millions d'euros et qui fait des choses sur le territoire. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait fusionner les départements? Je rejoins monsieur Rubin sur la question du sens et du projet politique qu'il y a derrière. Les partisans de la fusion disent, par exemple, que ça permettrait aux deux Savoies réunies de peser beaucoup plus en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple. Pour un département comme la Haute-Savoie et puis celui de la Savoie aussi, je pense qu'il y a déjà du poids politique. Je pense qu'il y a vraiment mieux à faire et j'interroge vraiment le sens des priorités avec une crise Covid et une crise climatique. Il faut vraiment s'atteler à des choses prioritaires. Et si je peux rebondir rapidement sur le fait de parler de cette fusion, à un moment donné, on évoque les bons sujets. Quel est le projet politique? Et encore une fois, on essaye d'opposer un rapport de force avec la région. La région a ses compétences, les départements ont les leurs. Je crois qu'il faut arrêter de vouloir créer des grands ensembles pour peut-être valoriser, je dirais, certaines candidatures politiques. Il faut faire attention avec ça, parce qu'une fois que c'est parti, c'est trop tard. Je vous taquine un petit peu tous les quatre, mais en même temps, je suis là pour ça ce soir. On dit souvent que les Hauts-Savoyards sont plutôt opposés à cette fusion, contrairement aux Savoyards, parce que les Hauts-Savoyards ne veulent pas partager leurs richesses, Virginie Duby-Muller, et notamment les fonds suisses, cet argent que la Suisse reverse aux collectivités de Haute-Savoie en guise de compensation pour les travailleurs frontaliers. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, c'est faux. La Haute-Savoie est plus riche. Plus peuplé. Il y a des études comparatives qui ont été faites. On n'a pas du tout la même configuration, on n'a pas les mêmes dynamiques de développement, on n'a pas la même dépendance au tourisme tel que c'est le cas en Savoie. Moi, je rejoins ce qui a été dit par Nicolas et précédemment, c'est-à-dire qu'on voit ce qui a été fait lorsqu'on est passé de 27 à 18 régions et cela n'a produit aucune économie. Il y a eu des rapports de la Cour des comptes et de la Direction générale des collectivités de 22 locales. à 13 voilà. régions. Alors ça dépend si on compte celle d'outre-mer, mais bref. Et moi je me suis déjà exprimée dans votre émission, enfin je pense que cela n'apporterait rien de supplémentaire, cela ne permettrait pas de mutualiser de nouvelles choses. Aujourd'hui la collectivité Savoie-Mont-Blanc le fait déjà sur les 4 compétences que sont la culture, l'agriculture, le tourisme et l'enseignement supérieur. Il y a peut-être encore quelques aménagements à faire à la marge, mais une collectivité supplémentaire n'aurait pas de sens, à moins qu'on ait des vraies compétences, notamment l'économie, que l'on récupère à ce moment-là à la région. En 3 mots, vraiment 3 mots. C'est non pour vous aussi? Ah si, vraiment 3 mots, parce qu'il faut avancer. Et vous êtes un peu en avance sur votre temps de parole, Vincent Lecaillon. Les règles sont-elles? Alors, je vais essayer d'être rapide. Là, vous venez d'illustrer effectivement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes des techniciens, vous êtes des bons techniciens. Vous me parlez de Savoie-Mont-Blanc, vous me parlez de fonds suisses, etc. Mais moi, je vous dis que... C'est moi qui ai parlé de fonds suisses, soyons honnêtes. Oui, mais vous avez rebondi, etc. Bref, toujours est-il qu'aujourd'hui, il est évident qu'il faut faire cette réunion. Il faut faire cette réunion peut-être pour les avantages que ça nous amènerait, mais aussi parce que c'est une question de sens de l'histoire, c'est une question d'identité, c'est une question d'enracinement. Il est évident que nous nous prononçons, et nous nous sommes toujours prononcés pour la réunification de la Savoie et de la Haute-Savoie. Et pourquoi pas un éclatement finalement de cette gigantesque région. Le RN de Haute-Savoie est pour. Votre homologue de Savoie la semaine dernière était contre.
Ah bah écoutez, on en discutera. Brice Bernard, en l'occurrence, était contre. Alors ça m'étonne quand même, mais ça je on en vous invite discutera. à revoir le Et puis replay. je rappelle une dernière chose, c'est que moi je vous entends, Madame la députée, avec raison d'ailleurs, vous élevez contre ces gigantesques. Mais je rappelle quand même que ces régions gigantesques, c'est quand même aussi le fruit de M. Sarkozy. Non, la loi NOTRe, c'est lui qui l'a mis sur le, mais non, c'est c'était lui qui Monsieur l'a Hollande, préparé, Monsieur et c'est son collègue Pas du Hollande. tout, non. Laissez-moi terminer. Et c'est son La collègue réforme a été entamée Hollande sous qui l'a Nicolas Sarkozy réalisé. Vous avec, savez à l'époque, l'histoire. le conseiller territorial. Celui-là l'a Ça n'avait chassé, rien à celui-là voir. le tue, et le dernier le mange. C'est bien Sarkozy qui a mais là, ce sont des régions préparé. Et administratives je n'ai entendu qui n'ont personne de aucune votre, je n'ai cohérence. entendu personne, Madame la Non, députée, de votre camp s'opposer à la loi NOTRe à Ah bah l'époque. bien sûr que si, regardez mes je suis votes. désolé, je Je suis vais désolé. un petit peu. Monsieur Le Caillon, vous allez exploser votre compteur. Ah, Donc on va passer, C'est à vous, on avance un petit peu dans on ce va débat. passer au troisième ralentir, thème, environnement et tourisme. Alors, quand on dit environnement et tourisme, on peut se dire qu'on dit, on peut dire des choses contradictoires. Pardon. Pourquoi ? Parce que l'afflux de tourisme, c'est pas toujours bon pour l'environnement. Est-ce qu'il y a un conflit entre tourisme, nature et économie, Madame Cardozo ? Un tourisme peu résilient, c'est le moins qu'on puisse dire avec la crise Covid qu'on a passée. C'est un tourisme qui est très peu accessible pour les Hauts-Savoyards et très consommateur en eau, en énergie et des subventions publiques aussi. Il y a besoin d'appréhender les offres touristiques avec vraiment une longueur d'avance, une vision par rapport au changement climatique et des mobilités touristiques qui soient innovantes. Ce qu'on voudrait, c'est vraiment interroger le modèle touristique actuel qui est plutôt destiné à une classe aisée et étrangère aussi et l'adresser, comme on l'a pu le voir l'année passée, à la population locale. Donc pour ça, il faut accompagner les acteurs touristiques pour adapter un tourisme durable et de 4 saisons. Alors tout le monde se rappelle effectivement de ces images d'Annecy noires de monde l'été dernier. On était juste après le premier déconfinement. On va regarder ces quelques chiffres. Rien qu'à Annecy, ce sont 2,5 millions à 3 millions de visiteurs par an. 2100 logements réservés pour la plateforme Airbnb, pour ne pas la citer. Ce sont 2100 logements de moins pour les gens qui veulent vivre à Annecy. 101 € en moyenne la nuit. 2930 € de revenus mensuels pour ces logements Airbnb. Est-ce qu'on en fait trop, Nicolas Rubin, sur Annecy notamment? Écoutez, moi je serais tenté de dire on ne va pas s'excuser d'habiter un territoire attractif qui est observé par beaucoup d'autres départements comme une réussite finalement. Et la réussite, elle vient d'où ? Elle vient du territoire, elle vient de ce qui existe depuis des paires d'années sur le terrain de jeu qu'on a su aménager. Peut-être il y a des choses à revoir. Aujourd'hui, Savoie-Mont-Blanc, il y a une commande du Conseil Savoie-Mont-Blanc qui a passé commande à l'agence Savoie-Mont-Blanc de parler de ce territoire demain. Évidemment, on a vu arriver une crise qui a soi-disant éveillé les sens, comme quoi tout ce qu'on faisait, c'était pas tout à fait tout juste, qu'il fallait complètement revoir le modèle. Le modèle, oui, on peut le revoir à la marge, mais il y a ce qu'on a à disposition aujourd'hui, qui est à disposition de notre clientèle, qu'elle soit française, à l'international aussi. On est une des premières destinations au monde en termes de ski alpin et d'attractivité. On va être obligé de le revoir, ne serait-ce qu'à cause du réchauffement climatique. On voit bien que les stations de moyenne montagne souffrent du manque de neige. Les chiffres sont là pour le dire. On a la capacité à s'adapter. Je veux dire, ce qu'on a décidé hier, c'est pas forcément valable aujourd'hui. Je veux dire, on déroule avec le temps. Il faut que les élus et le territoire aient une capacité d'adaptation. Il me semble qu'on a les capacités à le faire. La Haute-Savoie n'a jamais été bloquée avec rien. C'est des gens qui sont courageux, qui se lèvent le matin et qui regardent avec l'avenir avec une certaine sérénité. Maintenant, c'est sûr qu'il va falloir revoir à la marge l'attractivité. Comment adapter le tourisme effectivement au réchauffement climatique et à ce que certains appellent parfois une surfréquentation sur Annecy? Alors il y a ce qui se passe sur Annecy et ce qui se passe aussi en station. Sur Annecy, il va y avoir une adaptation en termes de mobilité déjà, même en termes de logement par rapport à Airbnb que vous avez soulevé. En station, des mesures prises contre Airbnb pour limiter un petit peu les locations? C'est très difficile, c'est très compliqué. Ça se joue au niveau de la mairie avec tous les acteurs économiques. Je pense qu'il y a quelque chose à faire et ça, c'est indéniable. En station? En station, attention à la maladaptation au changement climatique. Je pense par exemple aux infrastructures neige de culture à 1200 mètres d'altitude, c'est plus possible. Il y a un vrai besoin de reconvertir les activités hivernales pour qu'elles soient adaptées à toutes les saisons avec l'enneigement qui se raréfie et une consommation en eau qui est à revoir.
Virginie Duby-Muller, adapter les activités, pourquoi pas? Les professionnels ont beaucoup râlé, entre guillemets, cet hiver en disant que la raquette et le ski de rando, c'était sympa, mais que ça ne rapportait rien. Oui, mais cette année, donc je rappelle que les remontées mécaniques n'ont pas été ouvertes, c'était une perte de 6 milliards pour nos 2 départements, donc un chiffre extrêmement élevé. Nous sommes évidemment conscients qu'il faut repenser cette dynamique touristique, le tourisme 4 saisons. On voit évidemment que notre département plaît en dehors de l'hiver et de la neige. Les gens viennent désormais l'été à d'autres périodes. Et moi, je souligne évidemment l'audit dont a parlé Nicolas, demain Savoie-Mont-Blanc, où justement on va revoir ce qu'il faut faire pour adapter évidemment nos accueils en matière de tourisme, avec évidemment le réchauffement climatique. Mais je précise aussi que le département a fait beaucoup pour préserver des espaces naturels sensibles. Nous savons que ce patrimoine formidable, il contribue justement à cette carte postale et qu'il faut le préserver. Et en matière de mobilité, nous sommes allés sur le Funiflène, sur le train du Mont-Blanc, du Montanvert, etc. Donc on a intégré, je dirais, à travers les mobilités, le fait de préserver ces environnements exceptionnels. Monsieur Caillon, la politique de la montagne. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est quelque chose en même temps, comme dirait quelqu'un que je connais, mais on a quand même des atouts. C'est, comme vous l'avez dit, le tourisme de 4 saisons. Ça, c'est un atout. Si on compare à d'autres endroits comme les stations balnéaires du sud de la France, où c'est plutôt les saisons d'été, ça, c'est notre atout. Je crois qu'il faut revoir le modèle, revoir tranquillement, pas faire comme que font certains écologistes dans certaines mairies, une politique de « je casse tout » pour essayer de tout refaire très vite. Là, il faut prendre un peu son temps. N'oublions pas qu'il y a nos zones rurales qui vivent du tourisme. Alors justement, vous parlez des zones rurales, on a beaucoup parlé de l'attractivité du département de la Haute-Savoie, on a beaucoup parlé de son activité économique extrêmement importante. Est-ce que tout ça ne se fait pas aux dépens des zones rurales? La Haute-Savoie est le département de la région qui perd le plus de terres agricoles chaque année. Quelle solution à ça, Charlène Cardozo? C'est l'agriculture du département qui est menacée potentiellement. L'agriculture et les espaces naturels, Madame Duby-Muller l'a souligné, le département a une politique très forte sur la préservation des espaces naturels. On peut aller aussi plus loin, Comment? Clairement. En engageant des études, reconnaître des zones humides et puis reconnaître que la nature aussi commune, qu'on dit nature commune, a un vrai potentiel. L'étalement urbain aujourd'hui menace les terres agricoles, mais aussi les espaces naturels et les forêts. 1 hectare par jour qui disparaissent en terres agricoles. Virginie Duby-Muller, la région d'Annemasse que vous connaissez bien, qui est l'une des plus artificialisées de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comment on lutte contre ça? Désormais, il y a des documents d'urbanisme. Effectivement, il y a une quinzaine d'années, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Désormais, il y a des PLU, il y a des SCOT, il y a des documents d'urbanisme pour justement donner de la cohérence à tout cela, pour pas qu'on construise n'importe où, n'importe comment, et qu'on donne des priorités. Et concrètement, vous le savez, on densifie sur les centres-villes pour préserver l'extérieur. Moi, je rappelle que les Suisses, ils ont gardé leur ceinture verte de Genève. Eh bien, il faut faire pareil en Haute-Savoie. Il faut se garder évidemment des espaces protégés, à la fois autour de nos montagnes, mais aussi pour nos agriculteurs. Je rappelle que l'agriculture, c'est un levier de croissance très important sur notre département. Et notre agriculture a su résister grâce à un modèle aussi atypique. On a des zones franches, on a des AOP, des IGP, donc il faut continuer évidemment à les aider. Et l'autre élément en lien avec le tourisme, c'est que tous nos produits, eh bien, ils contribuent aussi, les reblochons, les fromages, etc., ils contribuent à l'identité touristique de ce département. Donc nous allons évidemment continuer à les aider et à les accompagner. Elle est compliquée cette équation, Nicolas Rubin-Non, à trouver, entre agriculture, activité économique, préservation de l'environnement et tourisme. L'agriculture, c'est une valeur ajoutée à l'attractivité du territoire. Nous, je vois bien en station de sport d'hiver, les goûters à la ferme, la fabrication du fromage, les 11 fromages IGP. Vous allez nous donner faim. Oui, d'ailleurs, ils sont très bons. Il y a cette valeur ajoutée aussi du territoire. Alors, comme l'a dit Virginie, les documents d'urbanisme sont sérieusement rigidifiés à ce titre-là. Il y a un agriculteur, pour construire une habitation à moins de 50 mètres de sa ferme, il faut qu'il remplisse un dossier de 50 pages pour justifier de l'intérêt. Non, là, vraiment, le niveau a été élevé. Et puis, finalement, c'est aux élus du territoire de protéger cette agriculture. Nous, c'est une valeur ajoutée, c'est une force d'attractivité. Donc, on a tout intérêt, ça fait partie de notre fonds de commerce que de protéger l'agriculture, en liant aussi ceci avec le tourisme. Parce qu'en fait, c'est la complémentarité qui fait que, et si je reviens sur les propos qui ont été tenus sur la neige de culture, il faut savoir que derrière tout ça, il y a de l'emploi. Et pour, je dirais, procurer de l'emploi aux habitants dans nos vallées, qu'ils soient ceux de l'hôtellerie, de la restauration, dans les domaines skiables, il faut bien garantir quand même le revêtement blanc qui sert aussi à l'économie locale. Et on a vu, sans le ski, c'est compliqué. On en appelle au département, à l'État pour venir aider les collectivités. L'autonomie est plutôt de notre sort que la perfusion. Madame Cardozo, la reconversion que vous avez évoquée tout à l'heure
sur la montagne, Monsieur Rubin l'a évoqué tout de suite, là, ça risque pas de pénaliser l'emploi, justement, parce que tout est organisé autour. Enfin, beaucoup de choses sont organisées au cours des emplois, et là, il y a un risque de déperdition des emplois. Non, au contraire, je pense qu'on peut vraiment réinventer un modèle touristique et économique. Ça peut être même pourvoyeur d'emplois. On peut créer des nouveaux emplois qui n'existaient pas jusqu'à présent. Par exemple Eh bien, alors je vais prendre l'exemple en pleine, mais des réparateurs de vélos pour faire du cyclotourisme, des constructeurs aussi de vélos pour faire j'ai arrêté de parler de vélo puisque apparemment ça en irrite certains. Mais du tout, au contraire, je crois qu'on fait beaucoup. Je pense que vous n'en avez pas fait, mais on va pas revenir là-dessus. En montagne, il faut pas opposer les modes de déplacement. Il faut pas opposer les modes de déplacement et être caricatural. On va laisser finir Charlène Cardozo. On ne peut pas opposer non plus l'emploi versus l'avenir des génération. En fait, ce que je vous demande là, c'est vraiment de prendre conscience que je suis jeune, mais dans 20 ans, il n'y aura plus de neige dans certains domaines skiables. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une vision d'avenir et s'employer vraiment à revoir le modèle touristique de nos montagnes ? En quelques mots, Virginie Duby-Muller, une réponse. Mais je veux dire, on en est conscient, tout le monde est conscient du réchauffement climatique en Haute-Savoie. Il suffit d'aller à Chamonix et de voir la mer de glace pour évidemment le réaliser. Donc, y compris les acteurs de la montagne. On a travaillé beaucoup avec eux, justement, suite à cette saison qui a été compromise. Et moi, je compte vraiment sur ces nouveaux audits qui vont être faits. Il faudra voir, évidemment, les besoins. Je suis d'accord qu'à partir de 1000-1200 mètres, ça paraît compliqué de maintenir des remontées mécaniques parce que, voilà, on sait que bientôt il n'y aura plus de neige sur ces hauteurs. Donc il y a des choses à améliorer et le tourisme 4 saisons prévoit d'autres moyens pour les touristes, pour leur donner des loisirs, etc. Et les acteurs du tourisme sont déjà préparés, sont déjà en train de prévoir des alternatives. Alors Dominique Scholl, tout à l'heure vous nous disiez que cela ne débattait pas suffisamment dans l'Assemblée départementale de Haute-Savoie. Ce n'était pas le cas ce soir. J'aimerais bien savoir, avant de refermer ce débat, ce que vous, en tant que journaliste haut-savoyard, vous retenez des propositions et des prises de position de nos différents candidats. Alors, tout d'abord, il y a un sujet qui n'a pas été abordé et qui pourtant est une inquiétude des candidats et puis des citoyens de manière générale, c'est celui de l'abstention. Les élections ont lieu dimanche. La première inquiétude exprimée est bien celle des taux d'abstention qui sont régulièrement en hausse. Alors, pas seulement en Haute-Savoie. En sera-t-il de même dimanche prochain ? On le verra. Et en tout cas, un nouveau fort taux d'abstention serait un désaveu pour les politiques, y compris locaux, et aussi un danger, évidemment, pour la démocratie. Sur les sujets évoqués, écoutez, à travers ce débat, les thèmes abordés confirment bien les inquiétudes et les espoirs des Hauts-Savoyards, avec l'évocation des sujets sur la mobilité, l'environnement, le logement, vous les avez tous et toutes évoqués. Et on voit bien aussi, contrairement à ce qui se dit quelquefois, qu'il y a des différences entre la gauche, la droite, les écologistes, le Rassemblement national, même si quelquefois il y a des points de vue qui se recoupent, par exemple sur l'aéroport, tout à l'heure sur l'aéroport d'Annecy, entre le RN et ça, on l'a effectivement bien vu ce soir, entre le RN et d'autres composantes. Merci à vous Dominique Scholl, journaliste au Dauphiné Libéré. C'est déjà la fin de ce débat. Quand le débat est de qualité, le temps file. Il a filé assez vite ce soir. J'espère que cela va vous éclairer pour votre choix dimanche prochain. N'hésitez pas à rester sur France 3. On se retrouve dimanche donc pour notre grande soirée électorale. D'ici là, la campagne, elle vit ici sur France 3 Alpes et tous les jours dans les éditions du Dauphiné Libéré. À dimanche pour cette grande soirée électorale. Surtout, n'oubliez pas de voter. Belle soirée à vous.